Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le lundi 23 juin 2025, épisode 333, en direct de Copenhague en terre viking. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Il est 5h du matin et au programme aujourd'hui, le CERT-FR publie plusieurs bulletins le 20 juin avec 25 vulnérabilités IBM, QRadar Sterling, 2 sur Microsoft Edge, 1 sur Dynamics, 4 sur les produits Citrix et 8 sur SUSE. Oxford City Council, 20 ans de données personnelles potentiellement exposées. L'attaque a ciblé des systèmes legacy contenant des données de personnel électoral. Gmail, contourné par des hackers russes via des mots de passe d'applications volés. APT28 exploite les mots de passe spécifiques aux applications Gmail pour contourner l'authentification à 2 facteurs. Fortinet, ciblé par un nouveau malware furtif baptisé Umbrella Stand, le NCSC britannique alerte sur une backdoor conçue pour les firewalls Fortinet. Bien entendu, toutes les sources sont disponibles sur le site de radiocessort.org. Alors cette nouvelle alerte du NCSC, c'est un malware furtif baptisé Umbrella Stand qui va cibler spécifiquement les firewalls Fortinet FortiGate 100D. L'implant, très modulaire, repose sur plusieurs binaires discrets pour maintenir un accès persistant, tout en échappant aux détections traditionnelles. Parmi les composants, on retrouve notamment BLG-HTD, JVN-LPE ou encore libguic.so injecté via LD Preload. Les échanges avec le C2 passent par de faux paquets TLS sur le port 443. Mimant un trafic légitime pour établir du uncheck, le chiffrement repose sur de l'AES-CBC avec un 4 statique. Et l'identification des machines infectées s'appuie sur un hash CRC32 inversé du nom d'hôte. Les fonctions du malware sont riches. Exécution de command shell, non, ils sont plus que riches. Je dirais que c'est pas mal, c'est bien fait. Quand on lit le rapport, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a une exécution de command shell, une lecture de fichiers, une configuration distante asynchrone via des fichiers .ini et un masquage des processus sous le nom de /bin HTTPSD. Il abuse des mécanismes internes de FortiOS, comme sysctl, utilise le ld.so.preload et installe des composants dans des répertoires cachés comme data2. Alors, c'est vraiment bien fait. Le répertoire, c'est /data2 /.ztls /. Les IOC à retenir, c'est peut-être le plus important, ce qui est assez sympa dans l'article. L'adresse du C2, 82.44.194.32. Je vous recommande de la mettre sous juste surveillance, sans même la bloquer. Vous regardez si ça détonne ou pas, si vous avez du Forti. Les processus falsifiés sont bien entendu /bin /httpsd. L'injection du binaire, c'est le 6V 6645 64 856 dans le PID1. Le NCSC met à disposition des règles YARA pour détecter ces différentes variantes. Une parenté est également suspecte avec le malware Coad Gancher, notamment sur des techniques de persistance. À lire absolument ce matin si vous avez du Forti 100D. Alors Blipping nous remonte ce week-end une information sur Oxford City Council qui a subi une violation de données affectant des systèmes legacy avec un accès non autorisé à des informations personnelles. L'incident a également provoqué une interruption de service au niveau des services informatiques et a pu être rétabli que partiellement. L'attaque a compromis des bases de données contenant des données sur des agents du Conseil ayant exercé entre 2001 et 2022. Les personnes concernées incluent notamment les travailleurs administratifs de vote et les scrutateurs, et à ce stade, il n'y a pas de preuve de dissémination ultérieure des données, ni indication que les données des citoyens ont été comprises. Alors j'ai mis l'article juste sur le côté pour bien montrer, parfois il y a de l'info qui remonte, donc ils ont une fuite de données sur des systèmes legacy, il n'y a aucun détail technique, il n'y a pas de CVE, il n'y a pas de source, il faut juste faire confiance à Blipping Computer qui généralement évite de raconter des carabistouilles. Moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que j'aurais bien aimé savoir sur quoi était, entre guillemets, non pas par curiosité, mais par rapport comment on fait pour maintenir des systèmes qui ont 25 ans. Parce que quand on lit l'article dans sa version originale, on se rend compte qu'il s'appuie vraiment sur une infrastructure IT interne, mais qui date de 2001. Je me demande qu'est-ce qui peut tourner encore de 2001, à part on voit ça que dans les trucs administratifs. Des acteurs russes ont contourné l'authentification multifactorielle de Gmail à l'aide de mots de passe d'application dans une campagne de social engineering ciblée. Le groupe, suivi par le Google Threat Intelligence Group sous l'identifiant UNC 6293, est soupçonné d'être parrainé par l'État russe et potentiellement lié à APT29, actif depuis 2008.
Entre avril et début juin, des universitaires et critiques de la Russie ont reçu des messages personnalisés prétendant provenir du département d'État américain. Ces messages invitaient les cibles à créer et transmettre un mot de passe d'application pour accéder à une plateforme fictive baptisée MS-DOS Guest Tenant. Un exemple documenté par The Citizen Lab concernait Kurt Giles, spécialiste des opérations d'information russes. L'attaque se déroulait en plusieurs échanges sans pression apparente, avant l'envoi d'un PDF détaillant les étapes de création et du mot de passe. Les mots de passe d'application sont conçus pour permettre à des applications tierces d'accéder à un compte Gmail, même si l'authentification à 2 facteurs est activée. Dans ce cas, ils ont été utilisés pour offrir un accès complet au compte Gmail compromis. 2 campagnes ont été identifiées. L'une utilisait un thème lié au département d'État américain, l'autre s'appuyant sur des sujets liés à l'Ukraine et à Microsoft. Les infrastructures comprenant des proxys résidentiels et des serveurs VPS masquaient l'origine des connexions aux comptes piratés. Les attaques reposaient sur des identités fictives et des contenus sophistiqués visant des individus impliqués dans des affaires sensibles. Ce que je retiens, c'est que quand on lit l'article au début, c'est normal, il faut avoir un titre un peu accrocheur. Il disait des hackers russes ont pu, entre guillemets, compromettre la 2MFA de Google. Mais non, ils n'ont pas du tout compromis. C'est l'utilisateur qui va donner le droit à l'application tierce d'avoir accès à toute leur boîte aux lettres. Ce sont eux qui donnent l'accès. Donc on revient toujours pareil, le sujet c'est entre le clavier et la chaise. Dans notre rubrique vulnérabilité, le CERT-FR a publié plusieurs avis de sécurité vendredi. Dans l'avis du CERT-FR AVI 530, 25 vulnérabilités sont signalées dans les produits IBM. Les composants concernés sont QRadar SIEM en version 7.5, antérieure à la 7.5.0 UP12 IF02, ainsi que Sterling B2B Integrator et Sterling File Gateway en version 6.2.05. Ces failles, dont la CVE 2025 36050 et la CVE 2025 46701, permettent l'exécution de codes arbitraires à distance, des élévations de privilèges et des dénis de service. Les correctifs existent, je recommande fortement de les appliquer. L'AVI CERT-FR 2025-526 rapporte 2 vulnérabilités dans Microsoft Edge, référencées sous la CVE 2025-6191 et la 2025-6192. Elles affectent les versions antérieures à la 137.0.3296.93. L'éditeur ne précise pas les impacts techniques. Et enfin, dans le dernier avis sur Microsoft, c'est l'avis 527, Microsoft signale une vulnérabilité unique, la CVE 2025-49715, affectant Dynamics 365 Fast Track Implementation. Cette faille permet une atteinte à la confidentialité des données. Un autre avis du CERT-FR, 2025 AVI 528, recense 4 vulnérabilités dans les produits Citrix, dont Netscaler ADC, Netscaler Gateway, Secure Access Client et Workspace Apps. Les CVE 2025-320, CVE 2025-4879, 5349 et 5777 exposent à des élévations de privilèges, à des contournements de politiques de sécurité et à des atteintes à la confidentialité. Enfin, l'AVI 2025-529 mentionne 8 vulnérabilités dans SUSE Linux Enterprise Server 12-SP5 qui concernent principalement le noyau Linux. Les identifiants concernés vont de la CVE 2024 26763 à la CVE 2024 26770, avec des risques d'élévation privilège et de déni de service. Donc vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 23 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Je vous cache pas, il est tôt, c'est lundi matin, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur que je ne consulterai qu'à la fin de la semaine. On se retrouve demain toujours en direct de Copenhague pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. Je vous embrasse très fort, puis je vous tiendrai au courant un petit peu des échanges que je vais avoir avec mes pairs. C'est des échanges publics, il n'y a rien de confidentiel, je vous rassure. Au revoir.